Vie et mort de l'huître, bestialiser l'homme. Tant que Dieu dure, il semble facile de régler le problème des rapports entre les hommes et les animaux, donc de répondre à la question de la nature de l'âme. Il suffit d'en appeler à la Genèse. Elle nous apprend en effet, on s'en souvient, que Dieu crée le monde dans un ordre bien particulier. La lumière, le jour, la nuit, le ciel, la terre et la mer, les végétaux, les étoiles, le soleil, la lune, les êtres vivants, à commencer par les animaux marins, les oiseaux, puis les êtres terrestres, dont les bestiaux, les petites bêtes, et juste après, l'homme, avant de parfaire sa création dans la foulée avec la femme. Le Créateur, lecteur du discours de la méthode avant l'heure, enseigne à sa créature de se rendre comme maître et possesseur de la nature et de soumettre les animaux pour sa nourriture, son travail, son vêtement. Dieu crée l'animal herbivore, mais quid du lion? Et l'homme carnivore, mais quid du vegan? On connaît l'histoire. Cependant, le roi de la jungle et le petit marquis du Boulgour mettent à mal la vérité de ce récit mythologique. Mais quand Dieu cesse de durer, quand il fatigue, comme à partir de la Renaissance, qu'il mollit ou faiblit sous les assauts moins de Descartes que du cartésianisme, voire quand il vacille, chute sous le poids des atomes des matérialistes et autres sensualistes, utilitaristes et empiristes, puis se fracasse, ou bien quand, après le tremblement de terre de Lisbonne qui noie les innocents dans ce raz-de-marée lisboète, il est envoyé par les philosophes déistes vivre sa vie ailleurs, loin des hommes, des choses et du monde. Quid de l'âme immortelle, éternelle, immatérielle, quand des philosophes dits des Lumières la prétendent mortelle, temporelle et matérielle, et quand les mêmes estiment que du singe à l'homme, il n'y a pas grand-chose, pas même l'épaisseur du souffle de l'âme. Dans l'article inné de l'encyclopédie, Diderot lit la connaissance et l'essence. Inné, la faculté de connaître l'est donc car elle est donnée à la naissance, ce qui reste à démontrer. Les sens rendent possible l'abstraction. Le sensible conduit à l'intellection. Suivons la démonstration. Supprimez le nez et vous supprimez en même temps toutes les idées qui appartiennent à l'odorat, et ainsi du goût, de l'ouïe et du toucher. Or, toutes ces idées et tous ces temps supprimés, il ne reste aucune notion abstraite, car c'est par le sensible que nous sommes conduits à l'abstrait. On reconnaît la théorie de la statue popularisée par Condillac dans son traité des sensations. Cette idée lui ayant été fournie par Diderot lui-même, ce dont témoigne la lettre sur les aveugles. Suite de la démonstration. Mais après avoir procédé par voie de suppression, suivons la méthode contraire. Supposons une masse informe mais sensible. Elle aura toutes les idées qu'on peut obtenir du toucher. Perfectionnons son organisation. Développons cette masse et en même temps, nous ouvrirons la porte aux sensations et aux connaissances. C'est par l'une et l'autre de ces méthodes qu'on peut réduire l'homme à la condition de l'huître et élever l'huître à la condition de l'homme. À l'évidence, cette masse informe mais sensible se trouve en dessous de l'animal, car le chien, par exemple, pour ne pas parler du singe, ne pourrait être dit masse informe, puisqu'il est au contraire, même Descartes en convient, c'est le sens de son hypothèse d'un animal-machine, une forme éminemment organisée mais sans âme. Pour les besoins de sa démonstration, non sans sanctifier également aux délices de l'ironie, Diderot mobilise le vivant bien en deçà de la chienne savatée par Malebranche ou du singe de la Métrie, menacé d'être placé à l'internat chez les sourds-muets pour apprendre à parler, puisqu'il fait entrer l'huître dans l'histoire de la philosophie. Dans l'article âme des questions sur l'encyclopédie, entre scepticisme et profession de foi déiste, Voltaire, qui met l'être suprême dans la cabine de pilotage de l'âme, répond au texte que rédige l'abbé Yvon sur ce sujet pour l'encyclopédie. Ce dernier renvoie à ce qui n'est pas si sot
à l'instinct pour régler la question de l'âme des animaux. Voltaire ne croit pas que les bêtes soient privées d'âme, mais il ne pense pas pour autant que les crapauds, les insectes et les punaises en soient pourvus. Il écrit: avant l'étrange système qui suppose les animaux de pure machine, sans aucune sensation, les hommes n'avaient jamais imaginé dans une bête une âme immatérielle. Et personne n'avait poussé la témérité jusqu'à dire qu'une huître possède une âme spirituelle. Avec Diderot, un pas se trouve donc franchi. Revenons dès lors à ces considérations. Du mollusque à l'homme, on ne constate qu'un je ne sais quoi qui s'avère un presque rien. On commence par un bivalve et l'on finit par un philosophe. Pour passer de l'un à l'autre, il suffit de perfectionner l'organisation de la matière sensible. Et comment? Par l'éducation pour l'individu, merci Helvétius, par l'eugénisme pour l'espèce, merci Maupertuis, par la politique dans les deux cas, merci Rousseau. L'ensemble de ce dispositif de rééducation se nomme régénération pour les révolutionnaires français, et plus particulièrement chez les Jacobins, merci l'abbé Grégoire. Cette idéologie de l'homme nouveau, un emprunt révolutionnaire à Saint-Paul, permet d'envisager une production artificielle de l'homme. Le sujet, on ne l'ignore plus, se trouve toujours au cœur du transhumanisme. Pour mener à bien ce projet de régénération, le singe est l'avenir de l'homme. Tel ou tel auteur antique rapporte des relations sexuelles entre hommes et animaux. Élien, Pline, Pausanias, par exemple. Avec la découverte du reste du monde par les Européens, des récits de voyage emportent leurs lecteurs en Amérique, en Océanie, en Afrique, en Asie, et attestent des naissances prétendument viables issues de relations sexuelles entre des orang-outans et des femmes. Montaigne raconte des rapports amoureux entre une femme et un éléphant ou des singes et des femmes. Les auteurs fervents s'y mettent eux aussi, mais non plus pour signaler des curiosas ou raconter que les hommes ne sont pas si loin des animaux que ça, mais pour enseigner que le diable se trouve dans ce genre de copulation. Les démonologues, comme Jean Baudin dans De la démonomanie des sorciers, 1580, embouchent cette trompette et racontent dans le détail comment le malin prend les formes qu'il veut, dont celle de bête, pour faire pécher les hommes. Dans cet ordre d'idées, le singe est par excellence la figure de la tentation. Il semble l'animal le plus proche des hommes, alors qu'il en est le plus éloigné d'un point de vue catholique. Le singe fonctionne longtemps comme figure de papier. On ne l'a pas vu, mais on a lu ses frasques chez nombre d'auteurs, naturalistes, historiens, voyageurs, démonologues, théologiens, philosophes donc. Au XVIIe siècle, il arrive en Europe en chair et en os, pas encore en âme. À La Haye, en 1630, un spécimen est disséqué par Nicolaes Tulp, le fameux anatomiste peint par Rembrandt dans sa leçon d'anatomie du docteur Tulp qu'il nomme Satire indien. Dans ses observations médicales 1641, ce confrère de Vessal écrit des singes mâles qu'ils sont si hardis et si puissamment musclés qu'ils s'attaquent non seulement aux hommes armés, mais aussi aux femmes et aux filles. Leur désir pour elles est si brûlant qu'il leur arrive de les violer après les avoir enlevées. En fait, ils sont si portés sur les ébats amoureux, même entre eux, comme l'étaient les satyres libidineux des anciens, qu'ils se montrent sans cesse paillards et lubriques, au point que les femmes indiennes évitent, plus encore que les serpents et les chiens, les bois et les forêts que hantent ces bêtes impudiques. Descartes connaît le chirurgien barbier Tulpe sans qu'on puisse en dire plus. La Maîtrise cite cette histoire dans son traité de l'âme, page 238. Pour l'heure, c'est-à-dire en ce début du XVIIe siècle, ce singe de papier baigne dans son sang versé au cours d'un genre de baptême de la modernité anatomique, donc de la modernité tout court. La sexualité du singe avec les hommes génère deux réactions, suivant qu'il s'agit du singe mâle ou du singe femelle. Le mâle est associé à la puissance, à la lubricité, à la sauvagerie du sexe primitif, qui offre un modèle aux libertins, dont Sade, bien sûr.
Il se montre le partenaire idéal pour les orgies. Disponible, efficace, stérile, amoral, immoral, une fois son rôle tenu. Entre un dindon décapité, une chèvre, un bouc, des chiens, un cygne, un cheval, un taureau, une vache, un serpent apprivoisé, c'est au singe de jouer sa partition dans les 120 journées de Sodome. La femelle, quant à elle, apparaît comme une mère douce et tendre avec sa progéniture. L'un et l'autre jouent leur partition harmonique comme l'homme nomade qui chasse, tue, décharge, et la femme sédentaire qui reste au foyer à s'occuper des enfants. Maupertuis, qui dès 1749, dans son essai de philosophie morale, propose une éthique utilitariste à même de faire pièce à la morale déontologique chrétienne, va plus loin dans le post-christianisme en faisant, dans la Vénus physique, 1745, l'éloge du principe de l'eugénisme. Il parle de Frédéric II de Prusse, à la cour duquel il vit, à Berlin, pendant plusieurs années. Un roi du Nord est parvenu à élever et embellir sa nation. Il avait un goût excessif pour les hommes de haute taille et de belle figure. Il les attirait de toutes parts dans son royaume où la fortune rendait heureux tous ceux que la nature avait formés grands. On voit aujourd'hui un exemple singulier de la puissance des rois. Cette nation se distingue par les tailles les plus avantageuses et par les figures les plus régulières. C'est ainsi qu'on voit s'élever une forêt au-dessus de tous les bois qui l'environnent, si l'œil attentif du maître s'applique à y cultiver des arbres droits et bien choisis. Mais cette sélection des hommes n'est que prolégomène à d'autres sélections bien plus audacieuses. Il poursuit en effet avec un plaidoyer pour ce qui s'apparente à des races humains, dans lesquelles se mèneraient les expériences de croisement entre les races humaines, mais également, la chose se trouve dite avec d'infinies précautions de langage, entre les hommes et les animaux. Le troisième chapitre de ce livre s'intitule de manière éloquente « Production de nouvelles espèces ». Le philosophe qui ignore et pour cause les logiques du récessif et du dominant découvertes par Mendel au siècle suivant, disserte sur les différentes carnations que peuvent avoir les enfants dont les parents sont de couleur. Là où d'aucuns créent des races de chiens, de pigeons, de serins qui n'étaient pas auparavant dans la nature. Maupertuis souhaite passer de la bête à l'homme. Pourquoi écrit-il? Cet art se borne-t-il aux animaux? Pourquoi ces sultans blasés dans des sérails qui ne renferment que des femmes de toutes les espèces connues ne se font-ils pas faire les espèces nouvelles? Si j'étais réduit comme eux au seul plaisir que peuvent donner la forme et les traits, j'aurais bientôt recours à ces variétés. Mais quelque belles que fussent les femmes qu'on leur ferait naître, ils ne connaîtraient jamais que la plus petite partie des plaisirs de l'amour, tandis qu'ils ignoreraient ce que l'esprit et le cœur peuvent faire goûter. Ailleurs, dans sa lettre sur le progrès des sciences, 1752, il envisage d'effrayantes perspectives politiques pour l'eugénisme. Ce travail à la vérité n'est pas absolument de ceux qui peuvent être entrepris sans la protection et les bienfaits du souverain. Plusieurs de ces expériences ne seraient pas au-dessus de la portée des simples particuliers, et nous avons quelques ouvrages qui l'ont bien fait voir. Cependant, il y a de ces expériences qui exigeraient de grandes dépenses, et toutes peut-être auraient besoin d'être dirigées à ne pas laisser les physiciens dans un vague qui est le plus grand obstacle aux découvertes. Les ménageries des princes, dans lesquelles se trouvent des animaux d'un grand nombre d'espèces, sont déjà pour ce genre de science des fonds dont il serait facile de tirer beaucoup d'utilité. Il ne faudrait qu'en donner la direction à d'habiles naturalistes et leur prescrire les expériences. Poursuivons. On pourrait éprouver dans ces ménageries ce qu'on raconte des troupes de différents animaux qui, rassemblés par la soif sur les bords des fleuves de l'Afrique, y font, dit-on, ces alliances bizarres d'où résultent fréquemment des monstres. Rien ne serait plus curieux que ces expériences. Cependant, la négligence sur cela est si grande qu'il est encore douteux si le taureau s'est jamais joint à une ânesse, malgré tout ce qu'on dit des jumards. Les soins de naturalistes laborieux et éclairés feraient naître bien des curiosités en ce genre, en faisant perdre aux animaux, par l'éducation, par l'habitude et le besoin, la répugnance que les espèces différentes ont d'ordinaire les unes pour les autres.
Peut-être même parviendrait-on à rendre possible des générations forcées qui feraient voir bien des merveilles. On pourrait d'abord tenter sur une même espèce ces unions artificielles, et peut-être dès le premier pas rendait-on en quelque sorte la fécondité à des individus qui, par les moyens ordinaires, paraissent stériles. Mais on pouvait encore pousser plus loin les expériences et jusque sur les espèces que la nature porte le moins à s'unir. On verrait peut-être de là naître bien des monstres, des animaux nouveaux, peut-être même des espèces entières que la nature n'a pas encore produites. Maupertuis consacre aussi un chapitre aux expériences métaphysiques. Il se demande comment modifier les états de conscience avec de l'opium ou d'autres substances afin, si possible, de conduire volontairement les rêves. Il pose ensuite cette question: n'y aurait-il pas encore d'autres moyens de modifier l'âme? Puis il répond en convoquant le cerveau, les nerfs, les blessures dans l'encéphale qui, selon lui, n'ont pas été assez exploités en médecine. Pour ce faire, le philosophe trouve un bon moyen de modifier l'âme. On aurait plus de moyens de pousser les expériences si l'on y faisait servir des hommes condamnés à une mort douloureuse et certaine, pour qui elle serait une espèce de grâce. Mélange des races et des couleurs, mélange des espèces et des talents, expérimentation dans les harems ou des ménageries, éducation des animaux comme les humains, et aux plus osés, aux plus audacieux, mélange d'espèces hétérogènes que la nature éprouve à unir, autrement dit, qui ne le comprend? Mélange des hommes et des bêtes. Maupertuis incarne une face habituellement cachée des lumières, celle qui, entre haine du petit peuple, haine des sauvages, haine des femmes, haine des juifs, Voltaire cochant toutes les cases, réclame avec ardeur un homme nouveau, régénéré, comme il est dit sans complexe par l'historiographie de la Révolution française, ce qui, on le souligne peu, suppose tout de même en amont un homme dégénéré.